Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons continuer l'explication des types de mutations et nous nous étions arrêtés dans la vidéo précédente à la classification de la mutation selon l'étendue de la mutation. Nous avions expliqué d'autres types de mutations. Nous avions expliqué les mutations somatiques et les mutations germinales. C'était la classification selon le type de la cellule concernée. Et il y avait aussi la classification des mutations selon l'origine. Et maintenant, nous allons expliquer les types de mutations qui sont classifiés selon l'étendue de la mutation, c'est-à-dire est-ce que les mutations sont simplement dans un gène ou bien elles s'étendent à l'extérieur de ce gène pour être plus intensives, plus étendues, et c'est ce que on va voir dans cette vidéo. Donc, la classification selon l'étendue de la mutation, on peut classifier ou répartir les mutations en deux grandes catégories. La première catégorie, ce sont les mutations géniques, c'est-à-dire qu'elles sont concernées seulement ou elles concernent seulement une séquence nucléotidique dans un seul gène, pas hors de ce gène-là. Et donc, comme on a dit dans la vidéo précédente, qu'une mutation veut dire une modification ou un changement permanent, pas transitoire. C'est-à-dire qu'il est établi et on ne peut pas le changer et cette modification ou ce changement permanent va affecter en première place la séquence d'ADN qui compose un seul gène. Mais nous avons aussi des mutations qui sont plus étendues hors des limites du gène et qui vont affecter la séquence de nucléotides hors du gène. C'est-à-dire que nous avons des mutations qui vont affecter le chromosome. Pas seulement un seul gène sur le chromosome, mais plusieurs gènes ou même le chromosome entier. Donc, quand nous disons mutation chromosomique, c'est pas nécessairement une mutation qui va inclure tout le chromosome ou affecter tout le chromosome, mais au minimum, elle va affecter plus d'un gène. Elle n'est pas limitée à un gène. Les mutations chromosomiques, elles peuvent être des mutations dans le nombre de chromosomes, c'est-à-dire que nous pouvons avoir une polyploïdie. Et polyploïdie veut dire que le nombre de chromosomes est un multiple du nombre original normal de chromosomes dans le noyau de la cellule. Nous avons aussi l'aneuploïdie, et aneuploïdie, c'est pas des multiples du nombre normal de chromosomes, mais c'est un chromosome en plus ou un chromosome en moins ou deux en plus ou deux en moins, mais pas des multiples. Mais les mutations chromosomiques peuvent aussi affecter la structure du chromosome. C'est-à-dire on peut avoir une délétion, une partie du chromosome qui a été enlevée, et nous avons vu ça dans notre étude du chapitre de l'hérédité. Ça peut être une duplication, c'est-à-dire un petit segment du chromosome peut être doublé dans le même chromosome. Par exemple, si vous avez A, G, G, C, T, donc vous aurez ce même segment répété encore une fois quand le premier segment est terminé. Nous pouvons aussi avoir une inversion où une partie du chromosome est séparée, inversée et puis attachée encore une fois
au chromosome. Et cette inversion, ça, c'est une inversion de 190 degrés d'inversion. Ou bien une translocation quand l'échange entre deux chromosomes, échange de pièces ou de parties de deux chromosomes qui ne sont pas homologues. Donc, il y a un autre processus qui s'appelle crossing over en anglais, que l'on a vu dans le chapitre de l'hérédité. Mais dans le crossing over, qui est un processus normal, nous voyons que l'échange s'établit entre les deux chromatides intérieures d'une paire de chromosomes homologues, comme on l'a expliqué dans l'hérédité. Mais ici, il y aura un échange entre deux chromatides qui appartiennent à deux chromosomes qui ne sont pas homologues, qui appartiennent à deux différentes paires de chromosomes, et ces deux différentes paires de chromosomes euh, euh, contrôlent des caractéristiques ou des propriétés différentes. J'aurais dû apporter un diagramme pour ça, mais vous pouvez trouver ça dans le chapitre de l'hérédité. Les mutations chromosomiques, donc, vont changer le phénotype. Et les conséquences, ces changements de phénotype à cause des mutations chromosomiques sont plus sérieuses que celles des mutations géniques. Et ça, c'est normal, c'est logique, parce qu'une mutation génique va changer ou modifier la structure chimique d'un gène seulement. Mais les mutations chromosomiques vont changer plusieurs gènes. Donc, leur effet sur la cellule et sur les phénotypes est bien plus important, bien plus visible et parfois aussi bien plus sérieux que les mutations géniques. Quels sont les différents types de mutations géniques? Nous avons tout d'abord la mutation ponctuelle, ce qu'on appelle en anglais point mutation. Pourquoi est-ce qu'on commence par la mutation ponctuelle? Parce que la mutation ponctuelle représente la forme la plus simple de la mutation, c'est-à-dire qu'il y a une substitution d'une seule paire de bases, c'est-à-dire que vous enlevez une, euh, une base azotée et son complémentaire sur l'autre brin, et ces bases azotées-là qui ont été enlevées vont être remplacées par une autre paire. Donc, c'est seulement, pour chaque brin, c'est seulement une base qui a été changée. Ces mutations qui changent justement une base azotée et qui sont appelées les mutations ponctuelles vont tout naturellement produire un codon différent sur l'ADN et alors par conséquent sur l'ARNM. Et quand le codon est différent, donc l'acide aminé qui va être incorporé dans la chaîne polypeptide va lui aussi être changé. Donc tout justement, ces point mutations ou euh, les mutations ponctuelles vont changer un seul codon et ainsi elles vont changer un seul aminoacide ou acide aminé dans la chaîne polypeptide. Parfois, ça fait pas grand-chose, c'est pas sérieux, mais parfois, ça fait un changement dans la façon dont les chaînes polypeptides sont enroulées en une protéine tridimensionnelle et on peut voir une différence. Cette mutation ponctuelle où l'on change une base seulement sur un brin et son complémentaire sur l'autre brin, elles peuvent être silencieuses ou faux sens ou non sens. Quelle est la différence entre une mutation ponctuelle silencieuse, une mutation ponctuelle faux sens et une mutation ponctuelle non sens?
Ici, nous voyons tout d'abord le non-sens. Dans le non-sens, regardez ici ce codon qui a été muté, qui a été changé. Nous avons cytosine, adénine, adénine. Ce qui s'est passé, c'est que le cytosine est remplacé par thymine. Donc maintenant, après la mutation, après la modification chimique, nous avons thymine, adénine, adénine. Donc cela, c'est un codon d'arrêt. Pourquoi? Parce que je résume l'explication et pardon parce qu'il y avait un arrêt et cet arrêt c'était parce que j'ai découvert qu'ici on a écrit dans le diagramme codon alors que nous avons un T ici, thymine. Donc ça, ce sont les codes triplets sur ADN. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça un code triplet d'arrêt? Parce que si vous le transformez en son complémentaire sur ARN messager, vous allez trouver que ça sera. Écoutez, tout ça est un peu confus parce que ici, on devait vous dire que ça, c'est le brin codant d'ADN. Et puisque nous savons que ARN messager ressemble au brin codant, avec l'exception du T qui va devenir un U, donc votre ARN messager va ressembler à ce brin codant qui n'est pas le brin matrice, avec l'exception du T. Alors, le codon sur ARN messager sera UAA, qui est un codon de terminaison. Ici aussi, on devait vous dire que, on aurait dû vous dire que ça, c'est pas un codon. Donc, le diagramme a une erreur ici, et c'est pour ça que j'ai posé la vidéo. Ça, c'est toujours le brin codant d'ADN, c'est-à-dire le brin non matrice. Et donc ça, c'est pas un codon, mais c'est un code de triplet. Ici, donc, c'est non-sens. On appelle cette mutation non-sens. Pourquoi? Parce qu'elle aboutit à former un euh, euh, triplet code ou code de triplet qui est complémentaire à un ou qui ressemble plutôt à un stop codon sur ARN messager. On appelle cette mutation non-sens parce que qu'est-ce que ça fait? Cette mutation fait que le processus de traduction va s'arrêter alors qu'il ne devait pas s'arrêter. Dans la mutation faux sens, ce qui arrive, par exemple, ici, nous avons le code triplet de l'acide glutamique, qui est un acide aminé, et ce code triplet, c'est GAG, mais il y a une mutation qui se passe, et cette mutation-là vous donne le code triplet GTG. Et ce GTG veut dire que le changement est là. L'adénine a été remplacée par la thymine. Donc, nous avons seulement une base azotée qui a été changée. On appelle ça faux sens parce que cette mutation va résulter en un acide aminé qui est totalement différent de l'acide glutamique et qui s'appelle valine. Donc, dans la mutation non-sens, la mutation résulte en un codon qui est un codon de terminaison. Dans la mutation faux sens, on obtient un nouveau code de triplet qui est GTG. Donc, ce GTG code pour valine au lieu de coder pour l'acide glutamique.
Et puis, dans le troisième cas, nous avons le même sens, c'est-à-dire que nous avons une mutation ici. La thymine a été remplacée par l'adénine, mais nous avons toujours le même acide aminé, isoleucine ou isoleucine, parce que la mutation s'est passée dans la base azotée numéro 3 et donc on applique le wobble effect que l'on a ou l'hypothèse du wobble dont on a parlé dans la vidéo précédente. Ce remplacement ou cette substitution de l'acide glutamique par valine est responsable d'une maladie qui s'appelle la drépanocytose ou l'anémie falciforme. Donc, ça, c'est un exemple de mutation qui va causer une maladie. Et cette maladie est une anémie, c'est-à-dire qui cause une diminution de nombre de cellules dans le sang, les cellules rouges dans le sang. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Ici, nous avons un exemple, la phrase originale, The fat cat saw the dog. Et puis après la substitution, nous avons enlevé le D et nous l'avons remplacé par H. Donc ça, c'est une mutation ponctuelle et une mutation où on a substitué une base azotée seulement. Donc, nous avons une seule lettre qui est modifiée, mais le sens de la phrase a tout à fait changé. Ça vous montre comment le changement d'une seule base azotée peut changer tout à fait l'acide aminé que l'on va recruter du cytoplasme et que l'on va incorporer dans la chaîne polypeptide. Nous avons aussi ici l'explication de cette maladie dont je viens de parler, qui est la drépanocytose ou l'anémie falciforme, et nous allons voir pourquoi est-ce qu'on l'appelle anémie et pourquoi est-ce qu'on l'appelle falciforme. Donc, comme je viens de dire, la drépanocytose est une maladie et c'est une maladie qui résulte d'une mutation. Et la mutation, dans ce cas, est une mutation ponctuelle. Et cette mutation ponctuelle affecte un gène codant euh, euh, qui se, qui se trouve sur la chaîne bêta de l'hémoglobine. Euh, Parce que nous avons deux chaînes bêta et deux chaînes alpha dans la molécule de l'hémoglobine. Donc, quand on a une substitution, on a vu que cette substitution est le remplacement de l'adénine par thymine ou au niveau du 17e nucléotide du gène. Vous savez alors que chaque 3 nucléotides font un codon. Donc, les 18 bases azotées font, quand vous divisez 18 par 3, vous obtenez 6 codons. Donc, le 17e nucléotide se trouve dans le 6e codon qui code pour le 6e acide aminé. Donc, le GAG, ça c'est le 6e codon, mais la mutation, le 6e codon, donc ça c'est le nucléotide numéro 16, le nucléotide numéro 17, nucléotide numéro 18. Ce codon est formé de 3 bases azotées et la base au milieu, qui est l'adénine, a été remplacée par la thymine. Donc, la mutation a eu lieu dans l'acide aminé numéro 6 de quelle chaîne? De la chaîne bêta de l'hémoglobine. Normalement, GAG, qui est le code triplé sur le brin ADN, code pour acide glutamique. Et si l'acide glutamique est recruté et incorporé dans la chaîne polypeptide,
ou polypeptidique, donc nous allons avoir une hémoglobine normale. Mais après la mutation, nous n'avons pas l'acide glutamique parce que le codon a été muté. Nous avons où l'ARN de transfert va apporter valine. Et cette simple substitution va profondément modifier les propriétés physiques et les propriétés chimiques de l'hémoglobine. Quelles sont les conséquences biologiques? Quels sont ce changement physique et ce changement chimique vont résulter en plusieurs conséquences biologiques. L'hémoglobine, où on a substitué l'acide glutamique par valine, va être polymérisée sous faible pression en oxygène. C'est-à-dire que chaque fois que, par exemple, vous êtes sur une montagne à une hauteur du niveau de la Terre, donc vous savez que sur ces hauteurs-là, euh, au sommet des montagnes, par exemple, vous allez avoir une pression d'oxygène qui est beaucoup plus faible que celle qui se trouve au niveau de la Terre. Alors, chaque fois que l'individu qui a cette hémoglobine mutée se trouve sur une hauteur et que la pression de l'oxygène devienne plus faible, l'hémoglobine va se polymériser, c'est-à-dire que les molécules de l'hémoglobine vont être groupées les unes avec les autres et cela va avoir de graves conséquences sur la circulation. Quand l'hémoglobine polymérise et se trouve en une forme qui est très semblable à un cristal ou des cristaux, euh, et nous savons que l'hémoglobine se trouve à l'intérieur des globules rouges, donc les globules rouges deviennent plus rigides, elles deviennent moins flexibles, et cela a des conséquences graves quand ces globules rouges doivent circuler dans des capillaires sanguins avec un diamètre petit où elles vont bloquer ces capillaires circulaires parce qu'une partie ou une raison pourquoi les globules rouges circulent avec facilité, même dans les capillaires sanguins les plus petits, c'est que la membrane et la globule rouge elle-même est flexible. Mais quand l'hémoglobine dedans se polymérise et devient moins flexible, les globules rouges elles-mêmes deviennent rigides et changent leur structure et prennent cette forme-là qui est la forme de fossiles. Et on appelle ça des érythrocytes falciformes. Donc ici, nous avons les globules rouges normales, biconcaves, et qui sont en forme de sphère, qui sont flexibles aussi. Et le nom érythrocyte ou le terme érythrocyte est le terme scientifique pour les globules rouges. Et maintenant, les globules rouges deviennent falciformes et deviennent plus rigides et peuvent bloquer la circulation sanguine, surtout dans les capillaires sanguins les plus petits. Comment est-ce que cela va affecter le malade? Tout d'abord, il y aura une anémie chronique parce que ces globules rouges ou érythrocytes qui bloquent les capillaires sanguins vont être déformés et vont être endommagés. Et alors, il y aura un nombre plus petit d'érythrocytes ou de globules rouges dans la circulation, ce que l'on appelle une anémie. Mais ce sera une anémie chronique. Donc, si vous avez une anémie, si vous avez moins de globules rouges dans votre circulation, et si vous savez que les globules rouges sont les globules sont responsables de transporter l'oxygène aux organes, donc vous pouvez
comprendre pourquoi il y aura un retard de croissance. C'est parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène qui arrive au tissu et l'oxygène est la source d'énergie pour les tissus. De même, il y aura des crises douloureuses dans les bras, dans les jambes. Pourquoi? Parce que quand les globules rouges bloquent la circulation sanguine, donc l'organe qui aurait dû être fourni d'oxygène et de sang ne recevra pas cet oxygène et aura un manque d'oxygène, un manque de nutrition et il y aura les tissus vont mourir et quand les tissus meurent ou ne sont pas assez viables, donc cela fait de la douleur. Et puis aussi, il y aura des infections fréquentes parce que euh, euh, nous avons des organes qui sont affectés et ces organes-là sont responsables de l'immunité. Et si l'immunité devient plus faible, donc vous aurez des infections plus fréquentes. Donc ces globules rouges qui sont déformés ou mal formés vont transporter moins efficacement l'oxygène au tissu. Elles vont obstruer les petits vaisseaux sanguins, comme les capillaires sanguins. Elles vont provoquer une ischémie tissulaire. Ischémie, c'est-à-dire il y a relativement moins de sang et alors moins d'oxygène et d'énergie qui arrivent au tissu. Elles peuvent entraîner des lésions irréversibles. Pourquoi? Parce que, comme je viens de dire, s'il n'y a pas assez d'oxygène, donc il y a une ischémie des tissus. Les tissus ne fonctionnent plus adéquatement comme avant, surtout les reins, les poumons et la rate. Et la rate, c'est l'organe qui est derrière l'estomac et qui contient beaucoup de lymphocytes. Et ces lymphocytes-là sont responsables de protéger notre corps contre les bactéries, les virus et les causes de maladies en général. Donc, comme quand cet organe qui est la rate ne reçoit pas assez de sang et assez d'oxygène à cause de l'ischémie tissulaire, donc il ne va pas fonctionner d'une façon adéquate et alors l'immunité de votre corps va diminuer. Mais parfois, les mutations, comme nous avons dit avant, peuvent être silencieuses. Certaines des mutations ponctuelles ne font aucun changement. Pourquoi? Parce qu'ils apportent le même acide aminé, comme on a vu dans le diagramme précédent. Vous changez la troisième base azotée, donc l'hypothèse du wobble va fonctionner et nous savons tous que le ribosome et les enzymes et toute cette machinerie est plus flexible quand il s'agit de la troisième base. Et c'est un résultat de ce qu'on a appelé le phénomène du wobble ou la dégénérescence du code génétique. Ici, par exemple, nous avons l'ADN, le code triplé sur ADN et AAA. Donc, le codon complémentaire sera UUU. Donc, on apporte euh, euh, l'acide aminé phénylalanine. Mais s'il y a une mutation ponctuelle, ici, on change seulement cette base azotée. Donc, le code triplé sera E ou AAG. Donc, le codon complémentaire sur ARN messager sera UUC. Donc, il y a seulement un changement dans la troisième base azotée et appliquant ce phénomène du wobble, donc on verra que les deux codons UUU et UUC vont être ou vont coder pour phénylalanine. Donc, bien que le codon soit différent, on obtient le même acide aminé. Et si on obtient le même acide aminé, donc on a obtenu la même protéine et la protéine synthétisée demeure donc inchangée.
Merci pour votre attention et nous allons continuer la mutation dans la vidéo suivante. Merci.